Suisse Granum est organisé en 4 blocs, un bloc production, un bloc centre collecteur commerce, un bloc premier échelon de transformation et un bloc deuxième échelon de transformation. Et chaque bloc a 4 représentants. Et pour qu'une décision soit prise, il faut la majorité dans chacun des blocs. Et donc c'est vraiment un travail de discussion, un travail de compromis qui doit être fait pour éviter de bloquer vraiment toutes les discussions. Alors les producteurs sont jamais assez représentés, mais je crois que dans notre interprofession, on a trouvé un équilibre qui fonctionne, un équilibre aussi qui tient compte de tous les enjeux aux différents échelons, et puis je crois que c'est une filière qui fonctionne bien, il faut le dire, même si tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on a trouvé une base de discussion commune qui est plutôt positive. Alors effectivement, dans le deuxième échelon de transformation, on a des engraisseurs, des éleveurs, des représentants de la volaille et des porcs. Et puis, bien sûr, quand on discute des prix indicatifs des céréales fourragères, ils ont un intérêt en tant que producteurs de céréales, mais ils ont aussi bien sûr un intérêt en tant que production animale. Et puis là, on a des avis divergents. Mais malgré ça, on arrive quand même, je crois, à avoir des représentants qui arrivent à discuter, qui arrivent à voir les intérêts de la filière avant des intérêts peut-être d'une branche de production en particulier. Et puis dans ce sens-là, ça fonctionne. Je crois que ça sert à plusieurs échelons. De nouveau, pour les producteurs, clairement, ça donne un niveau de prix avant la récolte, savoir finalement combien ils seront payés pour la récolte qui arrive. Ça sert aussi de base à toute la commercialisation. Grâce à ça, on aura quand même un soutien au niveau des prix de vente, cette fois sortie centre collecteur. C'est aussi important pour les autres partenaires de savoir à quel niveau de prix ils doivent travailler. Et puis finalement, pour le secteur de la meunerie, ça définit aussi indirectement le prix de la farine. Donc on a tous un intérêt à avoir des prix indicatifs déjà sur la base, parce qu'on sait à quel niveau on va travailler. Alors dans la grande majorité des cas, en fait, on a une négociation au mois de juin, juste avant la récolte, et puis c'est le prix qui sera valable sur toute la période de commercialisation, donc 12 mois. Et puis si on a des grands changements dans des conditions cadres, dans un marché international, au niveau des coûts de production, par exemple le cas qu'on a eu en 2022, on a une nouvelle négociation au mois d'octobre, une correction finalement des négociations du mois de juin. Mais en général, on se limite à une négociation et des prix qui restent valables. Alors il faut voir qu'en Suisse, on a un marché qui n'est pas du tout le marché mondial. On a un marché qui est vraiment suisse, avec une protection à la frontière, avec un contingent d'importation. Donc on travaille sur une base qui est complètement différente, une base aussi beaucoup plus stable. Donc l'évolution des prix internationaux, bien sûr, on en tient compte, on regarde ce qui se passe à l'étranger, mais ce ne sera pas le premier facteur d'influence. Nous, on doit plutôt tenir compte des enjeux dans le marché intérieur. Ça veut dire l'évolution des surfaces, par exemple, ça veut dire des enjeux de qualité, et puis c'est plutôt sur cette base-là qu'on va pouvoir commencer à discuter. Il faut bien voir que si le prix au producteur ne joue pas et que les surfaces diminuent, donc les volumes diminuent, les meuniers seront les premiers aussi à subir, les premiers dans la filière à subir parce qu'ils auront moins de quantité à transformer. Et puis moins de quantité à transformer, ça signifie pas importation de céréales, ça va signifier importation de produits finis. Alors, je pense que le point le plus intéressant, c'est qu'on est, jusqu'à il y a quelques années, toujours parti du principe que la Suisse pouvait s'approvisionner, que ce soit sur le marché intérieur en priorité ou comblé par des importations. Et puis avec la guerre en Ukraine, on a remarqué que l'approvisionnement mondial n'était pas forcément garanti. On a eu des soucis de logistique, on a eu des problèmes d'approvisionnement quand même. Ça s'est pas répercuté jusqu'aux consommateurs, mais je crois qu'il y a eu des grands enjeux qui ont été mis sur la table. Et puis c'était intéressant de voir que finalement, tout ce qu'on produisait en Suisse réduisait notre dépendance face à l'étranger.
Alors clairement, au niveau international, mondial, on a une grande partie de spéculation sur une évolution de prix qui était complètement hors du marché. Alors ça a aussi favorisé les discussions sur les prix indicatifs en 2022. Ça a bien sûr aussi eu un impact assez clair sur les coûts de production, donc on a dû aussi en tenir compte, et puis c'est grâce à ça qu'on a pu faire évoluer les prix indicatifs 2022. D'une part les coûts de production qui sont entrés dans les discussions, d'autre part les prix mondiaux qui étaient à un niveau particulièrement élevé. Alors, clairement, les grandes discussions, on les a eues en 2022, avec justement 2 négociations cette année-là, une en juin, une en octobre, pour augmenter encore un petit peu les prix indicatifs. Donc oui, clairement, les coûts de production, c'est entré dans les discussions, dans les négociations de prix indicatifs. On les utilise toujours, on refait une mise à jour régulière des coûts de production pour les agriculteurs. On a constaté que les engrais, les produits phytosanitaires avaient baissé légèrement, plus ou moins fortement. Les engrais ont des prix qui ont quand même bien baissé. Par contre, on a tout un contexte de coûts, notamment les coûts de structure, de bâtiments, de machines qui sont restés à un niveau très très élevé. Alors dans les producteurs bio, on a un marché séparé avec des négociations de prix aussi séparées. On n'a pas du tout la même base de prix. Par contre, bien sûr, on a les mêmes arguments et puis les mêmes revendications de hausse des prix. Alors, il faut voir que les producteurs IP suisses partent sur une base prix indicatif Suisse garantie, la même base finalement que la marchandise qu'on appelle conventionnelle, mais qui est quand même Suisse garantie, et puis bénéficie d'une prime qui se rajoute à ce prix de base. Donc les producteurs IP suisses ont aussi un intérêt assez important à ce que le prix indicatif soit le plus élevé possible. Alors comme son nom l'indique, c'est un prix indicatif, donc on n'a pas du tout d'obligation de le respecter. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que vu que ça donne quand même le niveau de commercialisation, tous les acteurs le long de la filière vont quand même essayer de le respecter. C'est important pour les producteurs, bien sûr. Les centres collecteurs savent à quel niveau de prix vont sortir la marchandise. Les centres collecteurs ont un intérêt à ce que les producteurs soient contents, donc à ce que les prix indicatifs soient atteints, voire dépassés si on peut le faire. Et puis au niveau de la meunerie, typiquement, ils savent aussi à quel prix, à quel niveau de prix ils vont acheter les céréales. Donc on a quand même une base assez fiable. Ce qu'on fait à la FSPC, c'est un recensement des prix effectivement payés aux producteurs. Alors on le fait au mois de mai-juin, après la récolte. Donc on a quand même un délai assez important. On doit attendre les décomptes finaux pour pouvoir le faire. Donc on a un suivi assez précis de ce qui se passe au niveau des prix payés. On a aussi, durant l'année, des discussions avec les centres collecteurs, des discussions avec les commerçants. Donc on voit un petit peu quand même si le niveau de prix va être respecté, si les prix indicatifs étaient effectivement fixés à un niveau tout à fait correct. Donc on suit la situation, bien sûr. On regarde ce qui se passe et puis on intervient aussi dans la mesure du possible pour que finalement les prix aux producteurs soient les plus élevés possibles. Pour la récolte 2023, on a les prix depuis très peu de temps. On a des prix indicatifs qui sont quasiment atteints, donc satisfaisants. Alors on a affaire vraiment à 2 marchés différents, avec 2 systèmes de protection à la frontière complètement différents. Donc oui, c'est des marchés différents, c'est des prix aussi qui sont complètement différents. Oui, alors on a une différence entre les prix bruts et les prix nets. Les prix bruts, finalement, c'est en gros les prix indicatifs ou les prix qui ont été réalisés sur le marché. Les prix nets, c'est ce que les producteurs vont effectivement toucher. On a une différence d'environ 8 francs. Dans ces 8 francs, on parle de moyenne suisse, on a 4 francs 75 récolte 2024, c'est les cotisations FSPC. Dans ces cotisations, on a effectivement une partie qui est pour le soutien aux exportations, une partie qui est le fonds d'allègement de marché déclassement, et puis on a ensuite les cotisations professionnelles, FSPC, Suisse Granum, USP, et on a également 5 centimes pour la promotion du pain suisse.
Le principe de base, c'est que les prix aux producteurs vont atteindre leur maximum quand l'offre et la demande sont équilibrées. Si l'offre dépasse la demande, donc si on a une production excédentaire, on aura très clairement une pression sur les prix, très forte et très rapide, sachant que les centres collecteurs vont recevoir la marchandise durant l'été, devront la vendre sur une période de 12 mois, et puis s'ils ne l'ont pas fait, ils vont avoir des problèmes de stockage, de capacité de réception l'année suivante. Donc ils devront d'une manière ou d'une autre commercialiser cette marchandise. Et puis plus la surproduction est importante, plus les centres collecteurs vont être coincés. Donc là, on risque d'avoir une grande pression sur les prix, une baisse de prix pour que le centre collecteur puisse vendre en premier finalement. Et puis pour éviter ça, on a effectivement différentes mesures. En premier lieu, on n'est pas obligé d'importer les 70 000 tonnes du contingent. Et là, on a de la chance ces dernières années. C'est un système sur une base volontaire, mais qui fonctionne. Donc les meuniers ont évité d'importer plus que nécessaire, donner la priorité aux marchandises suisses, ce qui est bien. Ensuite, on a toute une capacité de stockage qu'on doit utiliser aussi pour assurer la transition entre deux récoltes. On a quand même des variations de qualité. C'est important de pouvoir faire une transition assez lente entre deux récoltes sur 2-3 mois. Donc on a besoin de ces stocks, donc là on peut l'utiliser. En troisième lieu, on a des déclassements, donc vraiment passer des excédents de céréales panifiables dans le secteur fourrager. Ça, c'est une mesure qui est clairement gérée par la FSPC grâce aux cotisations des producteurs. Et puis en dernier lieu, les soutiens aux exportations aussi qui permettent d'exporter sous forme de produits finis environ 50 000 tonnes de céréales suisses chaque année. On a vraiment la possibilité là d'exporter des céréales suisses. Et puis sinon, si on ne le faisait pas, on aurait clairement des excédents de 50 000 tonnes chaque année. Jusqu'en 2008, la Confédération soutenait directement les exportations de produits finis. Ça s'appelait la loi chocolatière, et puis l'objectif c'était de permettre aux entreprises qui transformaient en Suisse, fabriquaient des produits, de pouvoir les exporter et d'être concurrentiels sur des marchés européens. Depuis 2009, suite à une décision de l'OMC, la Suisse n'a plus le droit de le faire, et on a mis en place une solution privée qui reprend finalement les mêmes bases et qui permet d'exporter ces 50 000 tonnes de céréales sous forme de produits finis. Et qui sont financés en partie par les producteurs. C'est de nouveau une solution de branche. La Confédération nous a augmenté le budget agricole de 15,8 millions de francs pour autant qu'on mette en place un système de soutien aux exportations. Donc ça faisait partie de la solution. Et puis en reprenant exactement les mêmes bases que ce que faisait la Confédération avant, grâce aux cotisations des producteurs, mais aussi grâce à un financement des meuniers et à une participation des exportateurs, on arrive à avoir une solution qui fonctionne, qui est contrôlée et puis qui est assez sûre. Les producteurs payent 87,5% de la différence de prix de la farine. Les meuniers en payent 10% et il reste 2,5% à charge des exportateurs.